Dans le monde du catch, l'une des choses favorites des fans est d'imaginer des scénarios impossibles comme des dream match ou encore des SI à propos de la carrière d'une superstar. Mr. Kennedy, qui est rapidement devenu populaire grâce à son entrée mythique, fait partie des catcheurs les plus cités dans ce genre de discussion. En effet, comment Ken Anderson, qui avait pourtant toutes les qualités requises pour devenir le nouveau top guy de la compagnie, n'a-t-il pas réussi à atteindre le destin que beaucoup lui ont prédit? Pour cela, nous allons donc au travers de cette vidéo nous replonger dans la carrière de Mr. Kennedy afin de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas atteint les sommets de la WWE. Mr. Kennedy, de son vrai nom Kenneth Anderson, s'est passionné très tôt pour l'acting et grâce à l'un de ses amis, il a commencé à se passionner pour le catch et en particulier pour Stone Cold Steve Austin aux alentours de WrestleMania 14. Anderson se met rapidement à l'apprentissage de la discipline et c'est durant ces années dans le circuit indépendant qu'il prend pour habitude de prendre un micro pour parler au public avant ses matchs. Depuis son plus jeune âge, Kenneth a toujours adoré s'exprimer en public, c'est quelque chose d'inné qu'il a en lui et qui se révélera très vite utile dans le monde du catch. Après plusieurs années à se rendre de show en show pour se faire connaître dans le milieu et suite aussi à quelques apparitions à la WWE et à la TNA en tant que jobber, la WWE a finalement décidé de lui offrir un contrat en février 2005. L'opportunité d'une vie pour Anderson qui est placé dans la structure de développement de la fédération à l'époque, la OVW ou la Ohio Valley Wrestling. Très tôt, son nom Ken Anderson est rapidement changé à la demande de Vince McMahon par Ken Kennedy. Le nom a d'ailleurs été trouvé par Paul Heyman. Et c'était donc une volonté du chairman de la WWE afin d'éviter que l'on ne pense qu'il soit de la famille de Arn Anderson. Kennedy a d'ailleurs dévoilé en interview que Paul Heyman a rapidement été impressionné par ses capacités au micro durant les entraînements en promo qu'il faisait à la OVW. À la fin de chacun de ses monologues, Heyman n'avait rien à ajouter sur sa performance, tout était parfait. Cette tendance s'est rapidement confirmée puisqu'après seulement quelques mois passés à la OVW, Anderson est envoyé du côté de Velocity puis de SmackDown. C'est au sein du show bleu que tout va changer pour Mr. Kennedy, puisque lors de l'épisode du 25 août 2005, il est d'abord prévu pour affronter l'expérimenté Funaki dans ce qu'on appelle un dark match, autrement dit un match qui n'est pas télévisé. Cependant, alors qu'il s'échauffait avant son combat, les dirigeants de la WWE lui annoncent que son affrontement est télévisé et qu'il va le remporter. Une nouvelle qu'il peine à croire au début, mais qui s'est avérée bien réelle lorsqu'il a porté sa Green Bay Plunge sur le japonais et que l'arbitre lui a levé le bras. Le début d'une mise en avant importante qui a permis à Mr. Kennedy de faire pour la toute première fois à SmackDown sa célèbre introduction. Quelque chose qu'il avait déjà l'habitude de faire du côté de la OVW et qu'il a su perfectionner avec le temps. Son entrée unique deviendra plus tard ce qui forgera sa popularité sur le long terme auprès des fans de catch. Et puis l'idée d'utiliser un micro suspendu durant son entrée, qui venait d'ailleurs d'un créatif de l'époque, n'a fait qu'amplifier sa popularité. Kennedy est déçu du travail de l'annonceur et s'est donc très vite accaparé son travail pour s'introduire de la meilleure des manières. Anderson entame ensuite une courte rivalité face à Hardcore Holly, les menant à s'affronter pour sa toute première apparition en pay-per-view à No Mercy 2005. Des débuts réussis puisqu'une nouvelle fois grâce à sa Green Bay Plunge, Kennedy poursuit sa série de victoires. Son momentum ne cesse de s'accroître au sein du show bleu alors qu'il y a quelques mois encore il venait à peine d'être signé à la WWE. Sa folle ascension est cependant ralentie par une défaite face au regretté Eddie Guerrero, mais aussi par une blessure grave au niveau de son dos qui est survenue lors d'une tournée en Europe. Une blessure qui l'a écarté des rings durant environ 6 mois au total et qui vient gâcher sa montée en puissance. Il a donc fallu attendre l'épisode du 9 juin 2006 de SmackDown pour le voir effectuer son grand retour dans le ring. Un comeback couronné par une victoire sur Scotty 2Hotty grâce à sa Swanton Bomb qu'il nomme Kenton Bomb. Mr. Kennedy a vu grand très vite car lors de l'épisode du 21 juillet de SmackDown, alors que Teddy Long nous annonce que l'adversaire de Batista à Great American Bash, Mark Henry, est blessé, il a officiellement challengé l'ancien membre de Evolution sans aucune hésitation. Batista accepte alors aussitôt le challenge de Kennedy, mais une fois dans le ring lors du pay-per-view, l'originaire de Green Bay se rend compte de la différence de niveau qui les sépare. En effet, Kennedy subit les foudres de Batista en se faisant ouvrir le crâne suite à un coup sur l'escalier au cours des premières minutes de l'affrontement. Batista ne se contrôle plus et ne cesse de donner des coups à Mr. Kennedy inconscient dans le coin du ring. Une situation poussant l'arbitre du match à déclarer comme vainqueur par disqualification Mr. Kennedy. Cette fin assez spéciale peut s'expliquer par une potentielle envie de la part de la WWE de ne pas faire perdre de manière
l'égale sa star montante. Une fois la cloche sonnée, Mr. Kennedy n'échappe cependant pas à un Spinebuster et à une Batista Bomb. Mais cet échec ne va pas freiner sa montée en puissance, bien au contraire. Le 1er septembre 2006, alors que Kennedy a une chance au titre des États-Unis face à Finlay, Teddy Long décide de faire de ce match un combat triple menace en y ajoutant le colossal Bobby Lashley. Après une lutte acharnée entre les trois hommes, Mr. Kennedy profite que Lashley fasse le tomber sur Finlay après lui avoir porté son finisher pour réaliser un roll-up et remporter le titre des États-Unis. Même si la manière n'est pas là, il vient d'être couronné d'un titre pour la toute première fois de sa carrière à la WWE. Sa mise en avant, qui avait été freinée par sa blessure au dos, est dorénavant derrière lui, car ce titre peut lui permettre de passer le prochain palier de son ascension fulgurante au sein de la fédération. Un titre qui témoigne de toute la confiance qu'accordait la WWE à l'égard de Mr. Kennedy. La semaine suivante, après une victoire facile, le nouveau champion des États-Unis annonce au general manager de SmackDown qu'il souhaite partir du show bleu car il en a vaincu toutes ses superstars, mais aussi car il aimerait pouvoir confronter un certain John Cena. Teddy Long lui révèle qu'en réalité il lui reste une superstar qu'il n'a toujours pas vaincue à SmackDown. À No Mercy 2006, ça sera Mr. Kennedy contre l'Undertaker. Le champion des États-Unis est totalement sous le choc, et il y a de quoi puisque dans quelques semaines il devra faire face à l'un des lutteurs les plus intimidants du monde du catch. Mais si Kennedy en est arrivé là où il en est en si peu de temps, ce n'est pas pour faire marche arrière face à ce nouveau défi. Le 22 septembre, il observe et étudie le Phenom dans son combat contre Booker T. Ensuite, durant l'épisode de SmackDown du 29 septembre, il nous accueille en tenue de deuil pour une commémoration en l'honneur de l'Undertaker. Il débute par faire l'éloge du Deadman en rappelant son invincibilité et toutes les superstars qu'il a pu vaincre. L'Undertaker a accompli tout ce qu'il y avait à accomplir dans le monde du catch, il n'a donc plus rien à prouver. Kennedy ne l'affrontera jamais à WrestleMania, car il ne veut pas être celui qui mettra fin à sa série d'invincibilité. Enfin, il termine par annoncer qu'il ne pourra pas lutter contre l'Undertaker à No Mercy. Le Deadman déboule aussitôt et lui dit qu'il est sans pitié, mais surtout qu'il reposera en paix après leur match à No Mercy. Alors que Kennedy s'apprête à attaquer le Phenom dans son dos avec son micro, l'originaire de Green Bay se fait électrocuter par ce qui semble être un court-circuit. Un jour seulement avant le pay-per-view à SmackDown, Kennedy fait une promo pour préciser que ce qui s'est passé la semaine passée ne l'a absolument pas impressionné à l'approche de leur affrontement. Il y affirme qu'il est le futur de la WWE. Le moment venu, le champion des États-Unis ne tremble pas face au Deadman et parvient même à tenir tête aux différentes prises de l'Undertaker. Kennedy n'hésite pas à user de tous les moyens pour obtenir l'avantage sur son rival en retirant la protection du coin du ring durant les premières minutes du match. L'originaire de Green Bay dans le Wisconsin fait même grande impression en portant un impressionnant piledriver sur le Deadman. Au fil du combat, Kennedy se rend compte de la puissance du Phenom qui parvient même à se relever de sa Kenton Bomb. À court d'idées pour gagner le combat, il décide de s'armer de sa ceinture, mais le Deadman parvient à s'en emparer à temps. Et sous l'incompréhension totale du public, le Phenom décide finalement de le frapper en plein visage avec sa ceinture, causant ainsi une victoire par disqualification pour Mr. Kennedy. Une fin qui lui permet d'obtenir une victoire importante sur une figure du monde du catch et du show bleu. Mais malheureusement pour lui, cette histoire avec le Deadman n'est pas prête de se terminer. Lors de l'épisode de SmackDown suivant le pay-per-view, Mr. Kennedy rappelle son récent succès face à l'Undertaker et nous informe que malgré cela, Teddy Long ne l'a toujours pas relâché de ses obligations à SmackDown. Le champion des États-Unis annonce qu'il défendra son titre durant la soirée contre un homme qu'il n'a jamais vaincu selon les dires de Teddy Long. Quelques minutes plus tard, c'est finalement Chris Benoit qui se dévoile comme étant son challenger pour son titre. Mais alors qu'il détient l'avantage sur son challenger, l'Undertaker débarque sur la rampe d'entrée et perturbe totalement Mr. Kennedy dans son match. Un moment d'hésitation que saisit Benoit en le faisant abandonner dans sa prise de soumission. L'originaire de Green Bay perd alors son titre après seulement quelques semaines de règne. Une frustration qui ne fait qu'amplifier les tensions entre lui et l'Undertaker. Le 27 octobre, Kennedy remporte son match face au frère du Deadman, Kane, grâce à un coup de chaise de MVP. Les deux hommes choisissent donc de faire front commun face à l'Undertaker et à Kane. La semaine suivante, même s'ils tentent d'être disqualifiés en partant du ring, Teddy Long les arrête et décide de relancer le match. Mais très rapidement, Kennedy et MVP ne sont pas taille face à eux et l'originaire de Green Bay met un bon vieux coup dans les baloches à Kane avant qu'il ne puisse porter son chokeslam sur son partenaire pour éviter une potentielle humiliation. Mais Teddy Long les prend à nouveau de court en annonçant relancer une nouvelle fois le combat, mais en ajoutant cette fois-ci
qu'il est sans disqualification. Il n'est donc désormais plus possible pour les deux nouveaux alliés de jouer avec les règles pour s'en sortir. Kennedy est donc désormais impuissant et malgré une petite phase de résistance, il ne parvient pas à se dégager d'un Tombstone Piledriver de l'Undertaker. Le 10 novembre à SmackDown, Kennedy prend une fois de plus le micro pour s'adresser au Deadman. Il y a 16 ans, l'Undertaker a fait ses débuts au Survivor Series et depuis ce jour, il a mené une décennie de destruction. Même s'il reconnaît sa domination, il y a encore plus impressionnant que ça. Lui, Mr. Kennedy. Il est devenu bien plus grand que SmackDown. L'Undertaker l'a empêché de prouver sa supériorité à la ECW ou encore à Raw. Kennedy demande alors à l'Undertaker de venir tout de suite dans le ring pour répondre à son challenge lors du prochain pay-per-view. Il termine par dire que c'est lors du show où tout a commencé pour l'Undertaker que sa carrière se terminera. Lorsque l'Undertaker apparaît enfin, Kennedy l'attaque sauvagement avec son micro en hurlant que personne ne doit le sous-estimer. Il laisse alors le Phenom couvert de sang au milieu du ring et prouve à tout le monde qu'il ne lâche pas que des paroles en l'air. Une semaine plus tard à SmackDown, leur affrontement à Survivor Series 2006 est officialisé et ça ne sera pas un match simple mais bien un First Blood match. Le but étant, comme son nom l'indique, de faire saigner son adversaire le premier. Tout de suite après l'annonce, Mr. Kennedy affirme que ce n'est désormais plus le terrain de jeu de l'Undertaker mais bien le sien. Il va le faire saigner comme il l'a fait la semaine passée. Il termine par dire que sa domination sera terminée lors de Survivor Series 2006. Une promo plus que convaincante qui ne fait que prouver les qualités folles de Mr. Kennedy lorsqu'il est dans cet exercice. Lors de Survivor Series 2006, après plusieurs minutes de combat assez décevantes où Kennedy est largement dominé par le Deadman, MVP lui vient en aide pour éponger son sang avant de finalement le trahir par vengeance en le jetant en pâture à l'Undertaker. Alors que le combat se poursuit entre les deux hommes, MVP interfère de nouveau dans leur affrontement en donnant un malheureux coup de chaise au Phenom. Un choc violent qui ouvre alors le crâne du Deadman et qui permet à Kennedy de remporter ce match. Une victoire majeure sur l'Undertaker pour celui qui avait fait ses débuts au main roster seulement un an plus tôt. Lors de l'épisode du 1er décembre de SmackDown, Teddy Long annonce que les deux rivaux se réaffronteront dans un Last Ride match lors de Armageddon 2006. Pour remporter le combat, il faudra qu'un des deux participants conduise le corbillard avec son rival à l'intérieur jusqu'à l'extérieur de l'arène. C'est avec deux victoires controversées en poche que Mr. Kennedy s'apprête à livrer une véritable bataille face au Deadman. L'Undertaker se met à rentrer dans la tête de Kennedy en sortant de l'arrière du corbillard réservé pour leur combat ou en apparaissant à ses côtés à l'intérieur pour lui annoncer le destin funeste qui l'attend au pay-per-view. Au cours de Armageddon 2006, les deux hommes livrent sans trop de doute leur meilleure performance ensemble. Ils y ont repoussé les limites de la violence et nous ont offert un spot spectaculaire où Kennedy a balancé l'Undertaker du haut du stage du pay-per-view. Même si l'originaire de Green Bay a mis du cœur à l'ouvrage, l'Undertaker repart vainqueur de leur dernier match suite à un chokeslam et à un piledriver sur le corbillard. Malgré cette désillusion, Mr. Kennedy rebondit aussitôt lors de l'épisode du 5 janvier de SmackDown lorsqu'il parvient à vaincre Chris Benoit en 5 minutes et 7 secondes. Et ce dans le cadre du Beat the Clock Challenge organisé par le champion du monde poids lourd qu'il connaît bien, Batista. La semaine suivante, Mr. Kennedy s'assure sa place d'aspirant numéro 1 pour le titre poids lourd au Royal Rumble en empêchant son ancien rival l'Undertaker de battre son record. Alors qu'il est tout près du but au Royal Rumble 2007 et qu'il est aux portes de s'inscrire dans une liste privilégiée de superstars qui ont remporté le titre poids lourd, il se voit barrer la route par Batista. Kennedy aurait pu devenir le nouveau champion du monde poids lourd de la WWE, mais au moment de faire le tombé après avoir frappé dans les baloches Batista, l'arbitre est resté au sol totalement inconscient suite au choc. Après cette controverse, une Batista bombe viendra définitivement enterrer tous ses espoirs de remporter le titre mondial. Un mois plus tard, Kennedy tente sa chance pour le titre de la ECW de Bobby Lashley sans succès à No Way Out 2007 suite à une disqualification causée par le champion. C'est finalement lors de WrestleMania 23 que toute sa carrière va drastiquement changer pour le meilleur comme pour le pire. En effet, après un match de l'échelle complètement dingue, Kennedy décroche la mallette de Money in the Bank. Autrement dit, un aller simple pour devenir champion mondial à la WWE. Cette victoire est cruciale pour la carrière de Mr. Kennedy puisqu'elle représente à la fois l'aboutissement de sa mise en avant, mais aussi un tragique tournant dans son parcours à la WWE. Anderson a révélé plus tard dans de nombreuses entrevues que le plan initial des créatifs en charge à l'époque était qu'il encaisse sa mallette au prochain WrestleMania. Cependant, les plans ont rapidement changé lorsque les officiels ont appris la blessure du champion
champion du monde poids lourd du côté de SmackDown, l'Undertaker. Les officiels lui ont alors annoncé qu'il encaissera sa mallette la semaine prochaine à SmackDown. Une nouvelle assez folle qui lui permettrait de mettre à l'œuvre toutes ses capacités au sommet de la WWE. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu puisqu'avant ce fameux cash-in, Kennedy pense s'être déchiré le triceps, ce qui vient totalement compromettre son avenir. En apprenant la gravité de sa blessure, les officiels de la WWE lui annoncent qu'il devra perdre sa mallette face à Edge car il souhaitait à tout prix retirer le titre poids lourd à l'Undertaker qui était blessé. Kennedy révélera plus tard en interview qu'un de ses plus grands regrets était de ne pas avoir tenté de convaincre les officiels de la WWE de garder sa mallette plus longtemps. Il aurait souhaité négocier davantage avec les créatifs pour trouver un plan dans lequel il pourrait conserver sa mallette. Et ironie du sort, quelques jours plus tard après cette décision, un autre spécialiste lui a indiqué qu'en réalité son triceps n'était pas déchiré mais qu'il s'agissait plutôt d'une sorte d'hématome. La star montante de la WWE voit tous ses rêves partir en fumée à cause d'une blessure qui n'en était même pas une au final. Les blessures étant d'ailleurs un des plus grands fléaux de sa carrière. Le vent tourne alors pour Kennedy qui remet en jeu sa mallette face à Edge lors de l'épisode du 7 mai de Raw pour montrer qu'il n'a pas peur de la superstar classée X. Et après avoir été attaqué avant le début du combat et subi un spear, il cède finalement la mallette de Money in the Bank pour laquelle il s'était tant battu à Edge. Après cela, la carrière de Mr. Kennedy a progressivement chuté. Après avoir échoué à remporter le titre intercontinental de Umaga lors de SummerSlam 2007, l'ancien Mr. Money in the Bank réalise une interview au mois d'août 2007 qui va faire basculer son avenir. Kennedy décide alors de s'exprimer publiquement sur la récente affaire de Chris Benoit et surtout il y affirme qu'il ne consommait plus de produits dopants tels que les stéroïdes depuis son arrivée à la WWE. Vous le sentez venir, seulement quelques jours plus tard, il est suspendu pour ne pas avoir respecté la Wellness Policy instaurée par la WWE. Autrement dit, c'est un programme luttant contre la consommation de produits dopants. Une décision plus que hasardeuse qui entache salement son image auprès des fans mais aussi dans les coulisses. Toute l'aura qu'il avait bâtie depuis son arrivée en 2005 commence peu à peu à se dégrader au fil des mauvaises décisions. Même s'il n'est pas dans les meilleures conditions, Mr. Kennedy entre en rivalité avec le vétéran Shawn Michaels durant le mois de novembre 2007. Tout commence le 19 novembre à Raw après que Michaels n'ait pas obtenu son rematch pour le titre WWE de Randy Orton. Mr. Kennedy se présente alors face à lui, mais le micro n'a même pas le temps de descendre jusqu'à sa main que Michaels commence à le frapper. Kennedy reprend le dessus dans cette échauffourée en envoyant le vétéran dans le poteau et prend le micro pour lui dire qu'il a eu sa chance pour le titre WWE, mais avant qu'il ne puisse dire que c'est à son tour d'avoir la sienne, le showstopper le frappe à nouveau et lui propose d'organiser tout de suite un combat face à lui. Kennedy n'est pas de cet avis et lui dit qu'il a beaucoup fait durant sa carrière. En effet, il a perdu un des plus grands ladder matchs de tous les temps contre Razor Ramon et il a récemment perdu contre John Cena à WrestleMania. En réalité, Michaels n'est qu'un perdant. William Regal organise un match entre les deux hommes qui part rapidement en vrille en dehors du ring et qui se solde par un switch in music sur Kennedy. La semaine suivante, on retrouve l'originaire de Green Bay dans un segment où il présente le DVD de Shawn Michaels. Ces DVD retracent selon lui toutes les trahisons qu'a pu faire Michaels et toutes les défaites qu'il a essuyées à chaque fois qu'il était dans des main events. Mais il y a tout de même un triomphe dans ces DVD comme l'indique le titre car on pourra voir Michaels pleurer, manipuler et comploter dans les coulisses pour conserver son statut de main eventer. Alors que dans le même temps, il y a plein de nouvelles superstars talentueuses qui l'ont déjà surpassé. Kennedy termine par dire que rien ne sera aussi douloureux que la défaite qu'il subira face à lui. Le 3 décembre à Raw, Mr. Kennedy décide de ramener sur le ring les plus grands rivaux de Shawn Michaels en version low cost, donc parmi eux Marty Jannetty, Razor Ramon et Kevin Nash. Il invite même une version Wish de Shawn Michaels lui-même. Kennedy demande alors à chacun de ses rivaux un mot pour décrire le showstopper. Kevin Nash donne le mot égoïste, Razor Ramon l'insulte d'idiot et Marty Jannetty le qualifie de traître. L'originaire de Green Bay pense que le mot perdant décrit à la perfection Shawn Michaels. Le vrai Michaels s'arrête cette mascarade et enchaîne à coups de switch in music les catcheurs déguisés à l'image de ses rivaux. Finalement, leur combat à Armageddon 2007 est très réussi et c'est après un gros travail de Michaels sur la main gauche de Kennedy que HBK peut porter son switch in music pour remporter le match. Un très bon combat qui figure parmi les meilleurs de la carrière de Kennedy à la WWE. Et évidemment, Shawn Michaels a beaucoup contribué à en faire sa qualité. Il n'en reste pas moins que leur match
match a été passionnant à voir et que leurs combinaisons ont fonctionné à merveille. Le 31 décembre à Raw, Kennedy prend sa revanche sur le showstopper en parvenant à le vaincre avec son mic check, et ce sans aucune tricherie. Une victoire légale qui est assez importante pour la souligner, même si ce n'est pas en pay-per-view. Cette rivalité a permis de mettre en valeur les talents de Mr. Kennedy, même si l'on a senti qu'avec peut-être plus de moyens, elle aurait pu devenir bien plus intense qu'elle ne l'a été. Elle n'a pas duré assez longtemps et Michaels n'a malheureusement jamais pris la peine de répondre ouvertement aux provocations de son rival. Mr. Kennedy est de moins en moins mis en avant par la WWE jusqu'à WrestleMania 24 pour une simple raison: Anderson était alors en plein tournage du film Behind Enemy Lines Colombia, un film qui a l'air d'une qualité exceptionnelle et qui pourrait être très intéressant à regarder dans le cadre d'un sub-goal. Je pose ça là. Comme on l'a vu précédemment, c'était un rêve pour lui étant plus jeune, c'est pourquoi il a privilégié ce tournage plutôt que sa carrière dans le ring à ce moment-là. Il a participé comme l'an passé au Money in the Bank ladder match lors de WrestleMania 24 sans pour autant réussir à réitérer son exploit. Kennedy se rapproche de plus en plus du public et après quelques courtes rivalités, notamment celle contre Ric Flair ou encore William Regal, Kennedy est de nouveau victime d'une blessure au niveau de l'épaule en août 2008 après un match en live event face à Shelton Benjamin. Suite à cette blessure, il apparaît à quelques reprises à la télévision sans lutter pour autant, dans le but de promouvoir son film récemment produit. C'est lors de l'épisode du 25 mai 2009 qu'il fait son grand retour en action en annonçant faire partie de l'équipe de John Cena face à celle menée par Randy Orton pour le 10-man tag team match qui était prévu à la fin du show. Alors qu'il annonce sa ferme envie de se diriger vers le titre de la WWE, une nouvelle fois, tout ne se passe pas comme prévu ce soir-là. En effet, après avoir chuté violemment sur sa nuque lors d'une prise portée par Kennedy, Randy Orton se plaint aux officiels de la WWE qu'il ne soit pas assez prudent dans le ring. Il faut ajouter à cela que Kennedy ne faisait absolument pas l'unanimité dans les coulisses. Donc lorsque le conflit a éclaté, selon les rumeurs, John Cena aurait appuyé les propos de Randy Orton. Un comportement discutable dans les backstage et une nouvelle implication dans une histoire de prise et de coups mal maîtrisée pousse Vince McMahon à le licencier seulement quelques jours plus tard. Beaucoup de fans auraient voulu voir un potentiel dernier run de Kennedy au sein de la WWE en 2009, mais malheureusement toutes les mauvaises décisions qu'il a prises au cours de sa carrière l'ont rattrapé à cet instant. Frustré par son départ précipité, il lâche en interview que son licenciement est dû à un complot mené contre lui de la part de Randy Orton et de John Cena et qu'à aucun moment tout ce qui est arrivé est de sa faute. Un discours sur lequel il est revenu depuis en admettant qu'il est le seul et unique responsable de tout ce qui a pu lui arriver. Même s'il n'a plus jamais reparlé à John Cena depuis, il a pu discuter et arranger les choses avec Randy Orton au sujet de cet incident. Mr. Kennedy, ou plutôt désormais Mr. Anderson, rebondit finalement à la TNA à partir de janvier 2010, une fédération où il va rester jusqu'en 2016. Sa rivalité, mais surtout son combat à Lockdown 2010 face à Kurt Angle, est reconnu par de nombreux fans de catch comme étant probablement le meilleur match de sa carrière, mais surtout il est devenu une première fois champion du monde de la TNA en battant Jeff Hardy lors de Genesis 2011, puis une seconde fois face à Sting durant Slammiversary 9. Même si Anderson reconnaît le prestige de ce titre, il n'en reste pas moins frustré de ne pas avoir pu remporter le titre poids lourd de la WWE qu'il convoitait tant lors de son passage. Il révèle même lors d'une entrevue, à tort ou à raison, qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles Vince McMahon avait un temps regretté en voyant son travail à la TNA d'avoir pris la décision de le licencier aussi rapidement. Son aventure avec la TNA lui a permis de partir du monde du catch d'une manière moins amère, en obtenant de nombreux matchs en tête d'affiche des pay-per-view de la fédération. En 2016, Kennedy est licencié par la TNA pour avoir raté un test antidopant et s'oriente aussitôt vers l'enseignement de la discipline en fondant sa propre école de catch. C'est dans la transmission de ses savoirs qu'Anderson semble désormais parfaitement s'épanouir. Ainsi, la carrière de Mr. Kennedy n'a clairement pas été le long fleuve tranquille qu'on lui avait promis à ses débuts. Alors qu'il a connu une très grosse mise en avant jusqu'en 2006, avec son intense rivalité avec l'Undertaker, Mr. Kennedy a enchaîné les mauvaises décisions qui ont mené à la chute de sa carrière. Si l'on devait rassembler les raisons pour lesquelles il n'est pas devenu la superstar que tout le monde voyait en lui, on pourrait citer ses nombreuses blessures qui l'ont écarté plus d'une fois des rings pendant plus ou moins longtemps selon leur gravité. Les soucis en
coulisses avec d'autres catcheurs et son intervention sur la prise de produits dopants suivie de sa suspension ont largement freiné sa progression. L'épisode de la perte de la mallette de Money in the Bank, due à une supposée blessure, a réellement été un tournant dans sa carrière et témoigne aussi du peu de chance dont il a disposé durant son passage à la WWE. Son insécurité dans le ring, qui a été soulignée par Randy Orton et soutenue par John Cena, puisque je le rappelle, mais Kennedy était l'adversaire de Cena lorsqu'il s'était blessé au niveau du pectoral, il avait déjà depuis son affrontement avec John Cena une certaine réputation à ce niveau-là. C'est donc cet ensemble de problèmes et de raisons qui ont conduit à la chute progressive de la carrière de Mr. Kennedy du côté de la WWE et qui lui ont fermé les portes du main event. Même si son passage à la TNA lui a permis de montrer de quoi il était réellement capable, son aventure à la WWE restera malheureusement toujours sujet à discussion au sein des fans de catch. Mais au-dessus de tout ça, Ken Anderson a pu réaliser son plus grand rêve en luttant devant des milliers de personnes et en tournant dans des films. Même s'il n'a pas accompli le destin qu'on lui promettait, le simple fait que chaque fan de catch se souvienne de lui et de son entrée lui permet d'accéder à tout jamais à l'immortalité. I couldn't take ownership for the things that I did. I feel like I definitely blamed other people for my downfall. I had this amazing opportunity and I took my damn foot off the gas pedal. The only thing that I can do now is help my students not make the same mistakes.